Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, le troisième webinaire d'une série de trois à propos de la toute dernière version de la plateforme Centrion, la 20.10, qui est sortie il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. En vérité, ce webinaire ne se rapporte pas vraiment à la 20.10 et tout ce que l'on va raconter aujourd'hui est applicable si vous utilisez la version 20.04 de notre plateforme. Puisqu'aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Donc, nous avons avec nous Samir Brizini, Product Manager, qui va vous parler de ce sujet et de ce que l'on est capable de faire et d'un programme bêta. Moi-même, je suis Pierrick Martel, en charge du marketing produit chez Centrion. Ce webinar sera suivi d'une session de questions-réponses. Donc, pour poser vos questions, dans l'outil GoToWebinar, à droite, il y a un petit onglet questions. Vous posez vos questions là pendant toute la durée du webinar, quand vous voulez. Elles apparaissent sur mon écran et une fois que Samir aura terminé sa présentation, je lui poserai les questions. Je pense il y a encore des gens qui se connectent, mais enfin on va démarrer. Samir, je te passe la parole. Merci Pierrick, bonjour à tous. Donc avant tout, merci, comme l'a dit Pierrick, d'être là aujourd'hui. Je vois pas mal d'inscrits, donc merci encore. Écoutez, je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet. Donc comme l'a dit Pierrick, le sujet aujourd'hui concerne des travaux qui ont été en fait initiés à partir de la 20.04. Donc si vous avez suivi les webinaires précédents, une des, euh, une des annonces que nous avions présentées, c'était le lancement de notre plateforme cloud donc qui permet aujourd'hui de complémenter votre infrastructure que vous avez chez vous et que vous connaissez côté on-prem et qui permet de la compléter avec des capacités étendues. Euh, si on fait une passe rapide de ces capacités, aujourd'hui, depuis votre Centrion on-prem, on est capable, et c'est les programmes qu'on a encore avec peut-être certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, de surveiller, vous aider à surveiller l'état de vos machines. On a le service Health Check qui permet de vérifier que votre installation Centrion tourne bien, qu'elle est nominale, etc. Euh, vous avez pu voir qu'il y a eu le lancement de l'offre MSP récemment. Celle-ci repose notamment sur un pricing dynamique qui est assuré par cette plateforme également. Évidemment, nous avons la brique machine learning qui permet d'étendre surtout dans le futur avec beaucoup de capacités différentes. On a également tout ce qui tourne autour de la gestion de vos licences. Aujourd'hui, cette plateforme centrale qui permet d'avoir les licences en ligne et qui permet de plus avoir besoin de rentrer à la main des fichiers, etc. Et juste avec vos droits d'accès, interroger la plateforme centrale, demander quelles sont mes licences auxquelles j'ai droit et pouvoir directement les débloquer dans votre logiciel. Et il y a également des travaux qui sont en cours, qui devraient, on espère, être livrés dans les mois qui viennent, notamment le portail qui vous permet de retrouver toutes vos informations personnelles et utiles. Gérer mes licences, activer mes instances, désactiver mes instances, retrouver ma facturation, etc. etc. Aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est évidemment tout ce qui va tourner autour de la brique machine learning et notamment autour de son premier composant, qui est donc l'anomalie détection. Alors, je vous propose aujourd'hui une découverte assez didactique. On va voir vraiment étape par étape de manière, on va revenir sur des choses que certains d'entre vous doivent sûrement connaître si vous êtes intéressé par tous les travaux qui tournent autour du monitoring et de la data science. Mais toujours est-il, ça fera du bien de repasser dessus. Et donc notre première étape, c'est de revoir les bases. On va vraiment revoir le champ lexical important, on va voir les termes qui le composent et surtout comment ça marche dans la théorie. Ensuite, on regardera comment cette théorie est mise en application pour devenir pratique dans Centrion. Et enfin, on vous parlera du programme bêta qui permet aujourd'hui de mettre les mains déjà dans ces fonctionnalités qui sont développées côté Centrion. Très bien. Pour commencer, donc, on va commencer par ces basiques qui vont concerner l'anomalie détection elle-même. Donc, l'anomalie détection, de notre côté, on définit comme anomalie toute déviation par rapport à un comportement déjà observé et qui est donc attendu. Donc, de manière beaucoup plus simple, ce que ça dit, c'est on regarde ce qui s'est passé pour définir ce qu'on attend du futur et enfin comparer si le présent se conforme à cette prédiction ou s'il dévie de cette prédiction. Donc, dans l'essence, c'est ça qu'essaie de faire l'anomalie détection. Je vous propose de regarder du coup maintenant étape par étape. Commençons par le plus simple. Regardez dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Alors,
regardez dans le passé, dans notre milieu, il s'agit, évidemment, on parle de métriques. Donc là, je vous ai récupéré une métrique qui est disponible si vous allez voir sur le site de démo qui est publiquement disponible. J'ai récupéré une métrique qui est le nombre de connectés sur le firewall, sur un firewall au Brésil, et j'ai suivi cette métrique. Donc, pour rappel, dans le milieu dans lequel nous on travaille, ce qui définit cette métrique, c'est sa nature, c'est une time series. Donc, ce qui compose la time series, c'est tout simplement la métrique, dans notre cas le nombre de connectés sur le firewall au Brésil, et deux composantes essentielles, la composante temporelle donc, et la valeur de cette métrique. De manière très simple, c'est ce qui me permet de dire à telle heure, tel jour, ma métrique avait telle valeur. Ce sont ça les composants essentiels de ma métrique et qu'il est important de garder en tête pour la suite parce que c'est par-dessus ces composantes essentielles qu'on va construire tout le travail. Alors évidemment, ma métrique, elle peut être contextualisée et donc c'est les métadatas autour de cette métrique qui vont me le donner. La métadata, il y en a de tous les genres. On peut citer par exemple la métrique de ma métrique, l'unité pardon dans laquelle s'exprime ma métrique, le loss sur laquelle je l'ai récupéré, etc., etc. Donc, ce sont des informations qui donnent un contexte à ma métrique, mais qui n'évoluent pas avec ma métrique, ils ne sont pas propres à ma métrique. Donc voilà, donc la première étape pour effectuer cette observation dans le passé, c'est tout simplement de récolter un historique. Là, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, j'ai prélevé 7 jours d'historique. Alors 7 jours, c'est uniquement pour qu'on puisse avoir une visibilité qui soit intéressante, qu'on puisse avoir, si je prends un an, on verra pas assez d'évolution dans le détail afin de pouvoir les caractériser. Donc voilà, donc à ce stade, j'ai récupéré ma métrique, je sais qu'est-ce qui la compose et j'ai un historique d'une certaine durée. La première étape ensuite, c'est de complémenter cette métrique avec des variables pertinentes. Si vous êtes familier de tout ce qui est data science, comme on disait, là c'est le premier terme que vous avez déjà dû croiser, c'est ce qu'on appelle le feature engineering. Donc le feature engineering, il s'agit de construire par-dessus mes données disponibles les données de contextualisation qui peuvent être intéressantes. Alors, celles-ci, elles peuvent être de beaucoup de natures différentes. On va en voir quelques-unes ici à titre d'exemple. À titre d'exemple, si on regarde, on est capable de dire, ben en fait, cette période entre le 25 à minuit et le 26 à 23h et le 26 à minuit, ben, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'était un mercredi. Ça, c'est une donnée contextuelle que je rajoute et c'est une feature. C'est de dire, voilà, ma métrique, il se trouve que, notamment, elle a une certaine évolution les mercredis. Cette période que j'observe dans mon historique, ici où j'ai pas beaucoup d'activité, bah, je peux dire, la contextualiser, dire bah, en fait c'est la nuit. De la même manière, cette période ici où j'ai une longue période pendant laquelle il se passe pas grand chose, le contexte me dit bah, en fait ça c'est un week-end. À l'inverse, j'ai ici des périodes où j'observe un pic d'activité et en fait je vais contextualiser en disant ok ça en fait ce sont mes heures de travail. Donc cet ensemble de features que je rajoute, dans les faits comment ça se rajoute à ma métrique, c'est tout simplement des colonnes en plus. Donc j'ai ma métrique qui est définie par ses composantes principales, donc son abscisse, son ordonnée, donc le temps, donc un timestamp en général, et une valeur. Et donc là, je vais rajouter des colonnes et dire, bah en fait, quand le 25 à telle heure, elle était à telle valeur, il se trouve que c'était aussi un mercredi. Il se trouve que c'était aussi une heure de travail. Et je vais complémenter comme ça ma métrique avec des features que je rajoute. L'intérêt, et c'est là que commence le travail d'ingénierie data science, c'est de dire, ok, je choisis suffisamment pertinemment mes features pour pouvoir derrière construire par-dessus ces features. Donc la prochaine étape, c'est justement cette construction par-dessus mes features, et donc on rentre dans la deuxième étape de la construction de mon anomaly detection, qui est la prédiction du futur. Et donc en fait, de manière concrète, il s'agit de rechercher une corrélation mathématique qui est très souvent de nature statistique entre ma valeur observée et les différentes features qui composent ma time series. Dans les faits, c'est ici que commence le vrai travail de machine learning. On va avoir recours à des algorithmes qui vont effectuer le travail mathématique de recherche. Alors ces algorithmes, si on peut en citer quelques exemples. Vous avez peut-être entendu parler de Prophet ou de XGBoost. C'est vraiment ça la magie, c'est le moteur qu'il y a sous le capot. Donc ces algorithmes, ils sortent en général de labos vraiment dédiés et spécialisés. Donc je disais à titre d'exemple Prophet qui est développé par Facebook.
ces algorithmes ont des natures très variables et très différentes. Dans le milieu qu'on utilise nous, il y en a deux que j'ai montré là, qui sont donc Prophet et XGBoost, et il en existe plein d'autres. Là, c'est juste deux que je cite à titre d'exemple. Mais il existe également des algorithmes spécialisés dans le traitement naturel du langage, donc qui sont capables d'écouter et de transcrire ça en texte. Il y a des algorithmes, si vous avez suivi un peu les news récemment, GPT-3 qui fait beaucoup parler de lui, qui a été créé par OpenAI, qui est un consortium, qui est un labo très performant, qui est très spécialisé, donc cet algorithme, dans le traitement du texte. Donc voilà, ces algorithmes, ils ont beaucoup de natures différentes. Dans notre exemple, je vais en citer deux, Prophet et XGBoost, qui sont utilisés. Et donc, comment j'utilise ces algorithmes? Eh bien, en fait, je vais prendre mes données historiques qui sont l'essentiel de ma métrique, et là vraiment c'est les valeurs numériques, et je vais les fournir à mon algorithme et le nourrir de ces données. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer quand je vais nourrir l'algorithme avec ces données-là? Eh bien en fait, je vais faire tourner l'algorithme avec deux choses. Je vais choisir mon algorithme, donc, imaginons Prophet. Je vais choisir un ensemble d'hyperparamètres, et là c'est un autre terme que vous avez déjà dû entendre si vous suivez un peu le domaine. Alors les hyperparamètres, c'est quelque chose qui se fait sur deux fronts. Vous avez des hyperparamètres qui sont génériques. Donc chaque fois que vous faites de la prédiction, par exemple, un hyperparamètre, c'est l'horizon de prédiction. C'est à quelle distance dans le futur j'essaye de prévoir des événements. Et donc ça a un impact très important sur, par exemple, mon historique. Si j'essaye de prévoir des événements à l'horizon d'un an, dans ce cas, il faut que j'ai un historique suffisant qui me permette d'avoir observé suffisamment de fois dans le passé cet événement pour pouvoir le voir dans un an. Donc dit autrement, pour prévoir dans un an, il vaut mieux que j'ai 3, 4, 5, 6 ans d'historique, par exemple. Si je veux prévoir dans 2 semaines, il vaut mieux que j'ai plusieurs fois cette période-là. Donc 2 semaines fois 4, fois 8, fois 10, suivant la complexité de ce que j'essaye de prédire. Donc voilà, ça c'est un exemple d'hyperparamètre, l'horizon de prédiction. En plus de cet horizon de prédiction et des autres hyperparamètres qui vont permettre de fine-tune mon algorithme, il va y avoir des hyperparamètres qui sont très propres à l'algorithme lui-même. Alors comme je disais tout à l'heure, les algorithmes sont créés dans des laboratoires spécialisés, et donc, c'est là que je vais pouvoir adapter l'algorithme à mon utilisation à moi. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur ces hyperparamètres-là. Il faut juste savoir qu'ils existent parce qu'ils sont très impactants sur les résultats obtenus. Et enfin, j'ai donc l'historique, qui a pu être impacté d'ailleurs par le choix des hyperparamètres que j'ai fait juste avant, qui est fourni à mon algorithme. Donc j'ai un algorithme que j'ai choisi, imaginons Prophet, des hyperparamètres, un horizon de prédiction de 2 jours par exemple, et un historique. Ici, je vais prendre par exemple 4 semaines. Cet ensemble d'éléments, c'est ce qu'on appelle c'est ce qui va constituer mon modèle. Donc, pour rappel, l'algorithme, c'est ce qui va faire le travail mathématique de recherche. Le modèle, c'est la mise en application de cet algorithme dans un contexte particulier. Et le contexte est défini par les hyperparamètres, l'historique et le modèle choisi, et l'algorithme choisi. Donc, je vais entraîner ce modèle. Alors, entraîner ce modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle, il va regarder l'ensemble des features que j'ai listées précédemment. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le côté, c'est là que commence vraiment le travail de data science, au moment où je choisis mes features, parce que c'est là-dessus que va travailler mon modèle. Il va regarder ces features que j'ai représentées, et il va essayer de détecter les signaux, qu'ils soient faibles ou forts, qui vont permettre d'établir une corrélation entre ces hyperparamètres et ma valeur observée. À titre d'exemple, il va se dire, tiens, est-ce que quand j'observe une valeur haute, dans notre cas 140 par exemple, autour de 140, est-ce que c'est lié au fait que ce soit un mercredi? Est-ce que c'est lié au fait que ce soit des heures d'ouverture? Quand j'observe une valeur basse, est-ce que c'est lié au fait que ce soit un mercredi ou est-ce que c'est lié au fait que ce soit la nuit? Et donc le modèle va essayer de déterminer quelle est la feature ou la combinaison de features qui permet d'expliquer au mieux une valeur observée. Donc dans notre cas, le modèle il va essayer de recouvrir mon jeu de données avec les corrélations qu'il a trouvées d'après son analyse. Et donc, dans notre cas, par exemple, il va définir que quand je suis dans une période creuse, donc soit la nuit, soit le week-end, je m'attends à avoir une activité autour de 20 connexions. Quand je suis dans une activité forte, pendant les heures d'ouverture, je m'attends à ce que ma valeur soit autour de 140 connexions. Voilà, ça va être dans notre exemple, c'est le genre de corrélation que le modèle pourrait faire. Maintenant que le modèle a été entraîné et qu'il a fait ses découvertes, ses corrélations, il va falloir tester le modèle. Tester afin de valider sa performance. Et donc, cette étape-là, qui est pareil, un terme important dans le milieu, c'est ce qu'on appelle l'étape de validation. Alors, dans les faits, comment se fait cette étape de validation? Alors, pour l'illustrer, on va essayer de dézoomer un peu
et prendre du recul. Et donc là, au lieu de regarder une semaine, je vais prendre 4 semaines. Une des raisons, c'est notamment, comme je disais tout à l'heure, si je veux prévoir à l'horizon de 2 jours par exemple, et que je veux prendre en compte les week-ends, eh bien, il me faut une période de temps qui fasse apparaître suffisamment de week-ends pour que je sois capable de prédire, ok, j'ai compris, quand un week-end se survient, voilà ce qui typiquement est attendu. Et donc, la première étape, c'est de découper ce jeu de données que j'ai, donc là, un mois, en 2 séquences. La première séquence, c'est ce qu'on appelait la séquence d'entraînement. C'est vraiment cette séquence que je vais fournir au modèle lorsque je l'entraîne. Donc les hyperparamètres et l'algorithme, c'est ce que je fournis en plus cette période, et c'est ça qui va me donner mon modèle. L'intérêt de découper mon jeu de données en deux, c'est que j'ai une période sur laquelle j'ai entraîné le modèle, que je vais compléter par une période sur laquelle je vais tester le modèle. Et donc tester le modèle, c'est tout simplement lui demander, d'après les corrélations qu'il a établies, est-ce qu'il est capable de me prédire au plus juste ce qui va se passer sur cette période qu'il n'a jamais vue. Donc cette étape, c'est ce qu'on appelle le scoring du modèle. On va essayer de mettre un résultat objectif sur la performance du modèle. Et là, c'est un autre terme qui va rentrer en jeu, c'est ce qu'on appelle l'overfitting. L'intérêt de tester le modèle sur des périodes qu'il n'a jamais vues, c'est d'éviter qu'il soit très précis sur un domaine qu'il a déjà vu plusieurs fois, mais qu'il ne sache pas du tout prédire sur des périodes qu'il n'a jamais vues, qui est typiquement ce qu'il va rencontrer lorsqu'il va être en période de production. Et donc cette étape, on va la répéter plusieurs fois. On va changer peut-être un hyperparamètre, on va étendre ou réduire la période d'historique si besoin. On va jouer sur tous ces paramètres et on va générer comme ça plusieurs modèles. Chaque modèle va avoir son score et à la fin, ce qu'on va appeler le modèle, il s'agira en fait du meilleur modèle, donc le modèle qui a obtenu le score le plus élevé, celui qui a été le plus précis dans sa prédiction, et c'est celui qu'on va garder. Donc l'entraînement du modèle se terminera lorsqu'on dira, ok, parmi les différents paramètres que j'ai pu tester, les périodes d'essai pris en compte, les périodes de jeu de données pris en compte, etc., le modèle qui donne le meilleur résultat, c'est celui-ci. Et c'est là qu'on se retrouve avec un modèle qui est pertinent parce qu'il évite l'overfitting. À partir de là, la prochaine étape, c'est donc de comparer ce modèle au présent. Et donc, à ce stade, on va récupérer les prédictions que le modèle est capable de faire. Donc là, on voit l'enveloppe que le modèle est capable de générer. Et on va comparer cette enveloppe. On va d'abord définir cette enveloppe dans ce qu'on appelle une déviation acceptable. Le modèle, il pourrait avoir un résultat tellement précis que la moindre déviation par rapport à sa prédiction engendrerait une erreur dans la prédiction. On va dire que s'il a dit qu'il attend 120 à telle heure, si on est à 121, il va générer une erreur. Alors que 121 sur 120, ça reste acceptable. Et donc c'est pour ça qu'on va définir la taille de l'enveloppe autour de cette valeur. Et donc la déviation, c'est exactement, voilà. On va dire, ok, la valeur attendue c'est 120, sauf que d'un point de vue métier, on sait que ce soit 118 ou 122, ça reste acceptable, par exemple. Ou que si je suis en période d'activité, si je suis entre 60 et 200, ça me va très bien. Et donc, cette enveloppe, c'est ce qui va permettre au modèle d'adapter sa prédiction et de ne pas être trop sensible à la moindre déviation. Et donc, la prochaine étape, c'est tout simplement de comparer le réel avec les prédictions faites par le modèle. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ma courbe de réel que j'ai superposée aux prédictions, elle se comporte comme je l'ai attendu? Et pour faire ça, je vais tout simplement observer sur différentes périodes, et dire, tiens, là, sur cette période d'exemple, j'ai mon modèle qui me dit que je dois être autour de 120, j'ai mon enveloppe autour de 20, pardon, j'ai mon enveloppe qui encapsule cette période comme il faut, eh bien, je peux en déduire que il n'y a pas d'anomalie. Donc là, dans notre schéma, c'est représenté par une période en vert. Donc j'ai une période où ce que prédit le modèle est bien suivi par la réalité, donc je n'ai pas d'anomalie. Je vais prendre une autre période et dire, sur cette période-là, je vois que la réalité sort de ce que le modèle a prédit. Dans notre exemple que j'ai choisi, il se trouve que le modèle avait prévu une montée en charge qui est un peu plus tard que dans la réalité. Dans la réalité, il se trouve que ce jour-là, l'activité a commencé un peu plus tôt, par exemple. Donc, là-dessus, on va se positionner et dire, OK, je sors de l'enveloppe prévue par mon modèle, donc c'est une anomalie. Donc voilà, donc avec cet ensemble, on a pu voir les composants essentiels de l'anomalie détection et comment le modèle est entraîné et il génère ses résultats. Et c'est exactement là-dessus que les travaux dans Centrion sont tournés, et c'est ça qu'on va intégrer dans le module Centrion. Donc la prochaine étape, c'est de voir
maintenant qu'on a vu la théorie, en pratique, à quoi ressemble l'intégration de l'anomaly détection dans Centrion? Et bien en fait, là-dessus, on a essayé de faire au plus simple. Et donc, l'anomaly détection, c'est un module comme un autre dans Centrion. C'est véritablement ce que vous connaissez déjà, et vous l'installez de la même manière que tous les autres modules. Donc là, vous avez le manager sous les yeux. C'est vraiment, si vous allez dans le manager, un module parmi les autres qui s'installe. Évidemment, toutes les étapes pour réussir l'installation sont pleinement documentées dans la doc, qui est à jour en fonction de la version que vous avez. Donc si vous allez sur la doc et vous cherchez Anomaly Detection, comme je l'ai fait là sur l'exemple, vous allez trouver toutes les étapes qui vous permettent d'installer assez rapidement le module. Aujourd'hui, quand nous on fait des tests en interne avec certains clients ou nos experts, l'installation du module prend entre 30 secondes et 1 minute en fonction de l'habitude qu'on a, etc. Donc c'est vraiment tel que vous le connaissez habituellement. Alors, en parcourant la doc, vous vous rendrez compte, et ce sera très fortement lié à ce qu'on a expliqué sur la théorie précédemment, il y a des prérequis qui sont incontournables. Alors, Pierrick en a parlé en introduction, évidemment, il vous faut, pour accéder au module Anomaly Detection, un Centrion qui est au moins en 20.04 ou plus. Il vous faut également, vu que le module repose sur une communication avec la plateforme centrale, la plateforme cloud de Centrion, évidemment, il vous faut un flux sortant vers cette plateforme. Et enfin, pour pouvoir communiquer avec la plateforme, il vous faudra un token d'accès. Et on reviendra sur ces différentes notions dans la foulée. Donc, dans les faits, arrivé là, on a le module qui est installé d'après la doc. Je ne vais pas faire la démonstration de l'installation du module, comme je disais, c'est assez rapide et la doc le fait vraiment de manière native. Donc n'hésitez pas à faire un saut et si vous avez des questions, on pourra vous aider, mais ça se déroule vraiment facilement. Donc dans les faits, si on regarde comment se passe l'interaction entre votre Centrion qui a installé ce module et notre plateforme centrale. Et bien en fait, la première étape, c'est pour vous de choisir la métrique. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris moi, j'avais choisi le nombre de connectés sur mon firewall au Brésil. Là, l'idée, c'est en tant que, euh, en tant que sachant sur votre infrastructure et vos problématiques, choisir une métrique qui se plie bien à l'exercice de la détection. Alors qui se plie bien, c'est un terme qui est très collégial, mais ce que ça veut dire derrière, c'est une métrique qui a une certaine saisonnalité. On a parlé juste avant qu'il fallait que les features aient une certaine cyclicité. On a parlé de week-end, de mois, on a parlé qu'il fallait que cette cyclicité soit suffisamment présente dans l'historique pour que le modèle puisse l'avoir. Donc voilà, tout ça, c'est choisir une métrique qui peut se prêter au jeu. On reviendra dessus à la fin. On a des outils qui permettent notamment de vous aider à choisir ce genre de choses. Mais au-delà de ça, il faut également une métrique qui se prête bien à l'exercice d'un point de vue métier pur et dur. Si par exemple vous essayez de vérifier un dépassement, l'anomaly detection ne sera pas le meilleur outil. Un seuil permet de le faire très bien. Par contre, si vous essayez de vérifier que un comportement dévie par rapport à ce qui a été vu dans le passé, là, l'anomalie prend son sens. Donc, c'est le savoir que vous avez métier qui vous permettra de choisir pertinemment sur quelle métrique l'activer et surtout, maintenant, avec les explications qu'on a vues ensemble, les métriques qui se prêtent bien à l'exercice. Donc, j'ai ma métrique. Ce qui va se passer, c'est au moment où je vais paramétrer, donc dans Centrion, ma métrique, ma connexion que j'ai paramétrée vers la plateforme centrale va être activée et uniquement les données liées à cette métrique vont être envoyées à notre plateforme centrale. Tout le reste est nettoyé et dépouillé de la métrique. Il n'y a pas d'adresse IP qui remonte. Il n'y a vraiment que les métriques que j'ai montrées tout à l'heure, donc ce qui compose ma time series, qui sont remontées à la plateforme centrale. Et donc ça, c'est fait en real time. Alors pour ceux qui sont familiers, c'est tout simplement un stream connector qui s'établit vers notre plateforme et qui permet cette remontée de données. Dans l'étape suivante, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la théorie, c'est là qu'il se déroule. Il se déroule dans notre plateforme centrale. Le modèle va être créé, va être entraîné, il va être réentraîné à date régulière parce qu'il va être testé en permanence pour vérifier si les prédictions qu'il fait sont toujours d'actualité ou s'il commence à y avoir une déviation, c'est-à-dire que le score du modèle ne fait que chuter à chaque fois qu'on l'utilise. Dans ce cas, on va dire, OK, il est temps de réentraîner. Tout ça se passe au sein de notre plateforme. Et dans les faits, c'est votre plateforme tous les jours qui va se connecter. Et donc encore une fois, je parlais bien de ce flux sortant, donc tous les flux sont sortants pour vous. Et votre Centrion va se connecter à notre plateforme et dire quelles sont les prédictions que tu as de disponibles pour moi. Et c'est là où on parlait tout à l'heure d'horizon de prédiction. Même si vous recatez tous les jours les prédictions, on a fait en sorte que, pour des raisons de redondance, on vous retourne toujours 2 jours de prédiction. L'idée, c'est d'avoir un overlap entre les prédictions que vous avez sous la main et les prédictions que vous allez utiliser dans les 24 prochaines heures. Si jamais il y a une erreur de communication, la connexion pour une raison ou pour une autre se trouve perdue entre votre centrale
et la connexion et la plateforme et la plateforme cloud, vous gardez la fonctionnalité de prédiction parce que vous avez justement en réserve une journée supplémentaire de prédiction sous la main. Et évidemment, dès que la connexion se rétablit, les prédictions seront mises à jour et vous récupérez ainsi le retard qui a été potentiellement pris. L'important, c'est que ce soit complètement transparent pour vous. Tant qu'on est dans les 2 jours de prédiction, votre Centrion ne se rendra pas compte qu'il qu'il y a un manque ou quoi que ce soit. C'est justement pour éviter qu'il y ait des manques. Et donc enfin, à ce stade, j'ai ma plateforme centrale qui a rendu mes prédictions, je les ai récupérées et je suis capable de détecter les anomalies. Donc la première étape, et c'est là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est de regarder ensemble en action qu'est-ce que ça veut dire sélectionner ma métrique et appliquer l'anomalie détection dessus. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de voir tout simplement le module en action et de se rendre compte effectivement du temps que ça prend ou pas. Et pour ça, rien de mieux que de mettre les mains dedans et on va basculer sur la démo. Alors, je vais mettre en pause une seconde le temps de switcher sur la démo. Et donc, Parfait. Merci en tout cas pour ton petit cours là. J'ai pu réviser les bases de l'intelligence artificielle. C'était très précis. On est content que tout ça se fasse complètement de manière complètement automatique dans notre cloud. exactement. Donc l'idée à retenir principalement, c'est vraiment que c'est fait de manière transparente et on essaye d'abstraire au maximum l'ensemble des problématiques que peut rencontrer le client et on essaie de faire à votre place le maximum de choses que vous puissiez avoir l'utilité du service en ayant le moins possible les complexités qui vont avec. Il est toujours important quand même de d'avoir une connaissance de la théorie qu'il y a derrière. Donc voilà, donc là j'ai ma démo qui est chargée. Hop, on va profiter pour passer en plein écran. Et donc on va voir step by step sur tout simplement comment utiliser le service, le module. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur l'installation du module. Ici il est déjà installé sur la démo et donc on va partir directement sur l'utilisation. Mais n'hésitez pas, la documentation là-dessus est très claire et facile à suivre. Donc vous serez capable de le mettre en application assez vite. Donc pour entrer dans le vif du sujet, donc à ce stade, j'ai mon module qui est installé, il est paramétré, j'ai mon flux sortant qui, pareil, a été programmé et testé, et j'ai mon token d'accès. Encore une fois, on reviendra dessus juste après. Donc la prochaine étape pour moi, c'est maintenant de paramétrer mon premier service d'anomalie détection. Alors pour ça, c'est simple. Je vais tout simplement activer l'envoi des données sur une métrique donnée. Donc je vais dans ma configuration, mes services, et je vais dans anomalie détection, tout simplement. Ici, dans anomalie détection. Voilà, ici je vais dire je veux rajouter un service d'anomalie de détection. Et là c'est plutôt direct. Je vais donner un nom, une description à mon service. Est-ce qu'il est activé, désactivé? Je vais choisir, donc là si je prends l'exemple que j'avais tout à l'heure, ce qui était si on reprend le même exemple, le nombre de connectés sur mon firewall au Brésil, je choisis mon service d'origine et je choisis là-dessus la métrique qui m'intéresse. Donc tout à l'heure, on avait dit ce nombre de connexions sur mon firewall au Brésil. Derrière ça, vous retrouverez grosso modo l'ensemble des paramètres que vous connaissez déjà pour un service. Donc, si vous êtes familier de Centrion et des artefacts dans Centrion, les hosts, les services, vous allez retrouver ici les mêmes. À une différence près, c'est que la nature de l'anomalie détection fait que vous n'avez plus de gestion des seuils à faire. C'est tout l'intérêt de l'anomalie détection. C'est là où vous aviez avant des seuils à placer. Aujourd'hui, c'est la déviation par rapport à la plage de prédiction qui remplace les seuils. Et notamment, ça remplace beaucoup de besoins qui sont exprimés sur les seuils dynamiques, etc. Donc tout ça, c'est une manière automatisée de choisir des seuils de manière plus fine. Donc voilà, donc je choisis mes options sur mon alerting et ma notification et je valide. Alors là, je vais tricher un peu, donc le service a déjà été fait. Une fois que j'ai validé mon service, il est créé et je vais pouvoir le retrouver ici dans mes services d'anomalie détection. Donc si on revient sur mes services d'anomalie détection, je vois que voilà, ici j'ai mon service qui a été créé pour Brasilia. Ben, la prochaine étape, donc ce qui va se passer dans les faits, c'est que au moment où vous avez validé la déclaration du service, il y a une première connexion qui est faite avec la plateforme centrale qui va déclarer la création de votre service. Donc vous avez votre Centrion qui va se connecter, qui va dire voilà, j'ai un nouveau service qui a été déclaré, qui s'appelle Brasilia, qui a une ID propre, etc. Et sur lequel j'ai besoin que tu me retournes des prédictions régulièrement. La plateforme centrale va commencer son travail et une fois par jour va faire 2 opérations. La première, on a parlé, c'est établir le modèle. Donc si le modèle n'a pas été créé déjà parce que on vient juste de déclarer le service, il va être créé et entraîné pour la première fois. Si le modèle existe, il y a 2 possibilités.
soit je vais réentraîner le modèle parce que le dernier score que j'ai eu, il n'était pas suffisamment qualitatif, et dans ce cas, je vais réentraîner sur les données que j'ai disponibles. Ou alors tout simplement, je vais mettre à jour mes prédictions, dire, basé sur le modèle que j'ai sous la main, je vais te renvoyer les prédictions qui sont pertinentes sur les 2 prochains jours. Et donc c'est ça la prochaine étape pour nous, c'est d'aller voir directement dans mes graphes ces fameuses prédictions, le résultat qu'elles ont. Donc si je vais regarder ici mes services d'anomalie, donc pour les besoins de la démo, j'en ai préparé 5 d'avance. Et donc là, je simule le fait de me retrouver à une date, on va dire le lendemain par exemple, ou plusieurs jours après, avoir déclaré mon anomalie de détection. Et là, j'ai enfin accès à mes prédictions, que je peux voir ici en tant qu'enveloppe, et j'ai ma courbe de métriques réelles. Et donc voilà, et donc là, je peux regarder mes prédictions dans les faits, comment elles se comportent. Alors un point qui est intéressant, c'est de comparer du coup mes valeurs d'enveloppe avec ma valeur réelle et de voir ici si le statut les reflète, comment le statut les reflète, l'évolution du statut les prend en compte. Donc voilà, donc là on peut regarder on a plusieurs types d'exemples pour illustrer les résultats qu'on peut obtenir. Ici sur l'exemple de Beijing, ça ressemble beaucoup parce que c'est le même type de métrique et on voit que ça a une cyclicité qui permet de voir les périodes d'activité, les périodes creuses et comment le modèle se comporte et effectivement que Centrion détecte bien les sorties de l'enveloppe. Je disais plutôt que ça rentre dans les artefacts que vous maîtrisez déjà dans Centrion. Donc évidemment, tout ce qui est retry, etc., qui permet de définir au mieux quand est-ce qu'il est pertinent de basculer mes statuts, toutes ces règles-là restent valables. Et donc de ce point de vue-là, si je trouve par exemple ici que, euh, ok, il y a une déviation, mais elle est arrivée juste avant l'enveloppe et que c'est pas grave, bah, il suffit que j'agisse sur ma période de retry qui permettra de dire, ok, en fait, si j'ai 3 sorties, si j'ai 3 points qui sont sortis, c'est pas très grave. Préviens-moi si j'en ai au moins 5, 6, 10, et là c'est mon besoin métier qui va le figer. On peut voir ici un autre exemple d'encadrement. Ici, l'algorithme a détecté qu'il n'y avait pas de cyclicité à proprement parler dans le comportement de la métrique. Par contre, il y a une constance qui est que cette métrique, elle a l'air d'évoluer tout le temps dans une enveloppe assez prédéfinie. Et donc, au lieu de détecter est-ce que oui ou non telle cyclicité revient, le modèle est déterminé par lui-même qu'il suffit d'observer cette métrique sur une borne bien définie pour bien la caractériser. Et là, c'est pareil pour la métrique en dessous. Et donc, le travail qui est important et vraiment la plus-value de la détection, c'est de dire tout ce travail qui est potentiellement fait manuellement aujourd'hui, de me poser la question de ok, c'est quoi le comportement passé de la métrique et du coup, comment je vais mettre mes seuils pour prendre au mieux ce que j'attends de ma métrique dans le futur. Toutes ces réflexions, elles sont remplacées par le travail fait par l'algorithme. C'est lui-même qui va dire ok, de ce que j'ai vu dans le passé, c'est soit cyclique et il y a un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Ça peut être une combinaison de cycles. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une cyclicité sur le jour de la semaine. Si on reprend l'exemple qu'on a vu tout à l'heure le mercredi, j'ai vu qu'il y a une cyclicité sur les week-ends, une cyclicité sur les heures de travail, les heures de nuit, etc., etc. Et donc c'est l'algorithme lui-même qui va faire tout cet ensemble de travail et qui vous détache de cette réflexion qui aujourd'hui, grosso modo, on joue à l'algorithme dans notre tête pour dire, ok, je vais mettre mon seuil ici, ou je vais mettre euh, une feature qui a souvent été demandée, pouvoir programmer des plages de seuil différentes. L'anomalie détection, c'est une manière plus automatisée et plus fine de répondre à ce besoin-là. Donc voilà, pour la démo, comme je disais, c'est assez rapide parce que on a essayé d'intégrer le module dans le framework que vous connaissez déjà, dans l'utilisation que vous avez déjà de Centrion, et qui vous permet de manipuler les outils, les notions que vous maîtrisez déjà. Et Euh, donc, pour compléter, être bien clair, on est d'accord que tout ce qui est alarme, alerte et notification marche exactement de la même façon. Tout ce qui est intégration de ces métriques dans des rapports, dans des custom views, etc. Tout ça, c'est pareil. Exactement, exactement. La métrique générée par le module d'anomalie détection utilise exactement tout l'apparatus que vous connaissez déjà dans Centrion. Donc c'est un service comme un autre qui a les alertes, les mêmes moteurs d'alerte, le même moteur de notification, effectivement les rapports, les custom views, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec une métrique standard issue d'un service que vous connaissez peut être fait avec un service d'anomalie détection. Et donc, dans mes vues ressources status, la nouvelle vue, là, bah, je vais voir toutes mes, tout, tout, voilà, tous mes états, aussi bien
de services traditionnels avec des warnings et des Exactement. crédit calls fixes, et ceux qui ont ces fameux seuils-là déterminés automatiquement par la prédiction du machine learning. Exactement. Là, si je vais voir dans mon voilà, là en direct, je vais sur ma resource statut, je peux voir directement et agir dessus exactement comme mes autres métriques et faire sur mes événements issus de ces métriques-là, de ces services-là, faire les mêmes opérations que d'habitude, acknowledge, mettre des downtime, etc., etc. Parfait, merci. Avec plaisir. Du coup, je vous propose donc je bascule, on revient sur la présentation et je vous propose du coup de voir le point suivant qui est le programme bêta. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, on a depuis quelques mois donc travaillé sur ces features, d'abord en interne, puis avec certains d'entre vous aujourd'hui qui avaient déjà rejoint le programme bêta. Ce programme bêta a été en phase fermée pendant une petite période. Aujourd'hui, on est en train d'étendre, on est toujours en phase fermée, mais en train d'étendre du coup le nombre de participants. Euh, parce que les travaux avancent bien et grâce notamment au retour client qu'on a avec vous. Et donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment rejoindre ce programme bêta et surtout pourquoi rejoindre ce programme bêta. Alors, le pourquoi, ça va être assez direct. Hein, c'est la première raison pour laquelle on vous encourage à rejoindre le programme bêta, c'est tout simplement parce que vous avez une appétence et un intérêt vous êtes curieux de savoir comment est-ce que les modules de machine learning vont impacter le métier qui est le nôtre, qui est la supervision. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'animal detection. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites dans tout ce qui est machine learning et qui vont venir compléter le programme bêta petit à petit. Donc voilà, la première raison, c'est si vous êtes curieux de savoir comment demain le métier va évoluer, et aujourd'hui il y a beaucoup de corpus qui sont générés autour de ça. Gartner par exemple en parle énormément, autour de tout ce qui est IOPS. Si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que ça évolue, ben, on vous invite à venir le faire avec nous, parce que nous-mêmes on est curieux évidemment de, voir votre perception sur le marché, sur ses besoins, et sur l'état des lieux de ce que ça peut apporter à notre métier qui est la supervision. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir tout simplement le prendre en main. Vous allez pouvoir l'installer, et c'est là, on parlait tout à l'heure du token, le fameux token d'accès. C'est aujourd'hui le seul moyen d'avoir accès à la plateforme centrale, c'est de rejoindre le programme bêta qui vous donne accès à votre token, et vous allez pouvoir faire exactement ce que j'ai pu faire sur la démo, tester en temps réel dans votre Centrion, prendre en main la détection et voir comment elle se comporte, et vraiment pouvoir jauger. Est-ce que sur telle métrique, je vaut mieux que je reste sur des seuils fixes? Est-ce que je bascule sur la détection? Dans quel cas, il est temps d'activer une notification ou pas? Vraiment mettre les mains dans le cambouis et voir dans les faits comment elle se passe. Et enfin, le dernier point qui est le plus important pour nous, et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui grâce aux participants, et je les en remercie énormément des premières phases de la bêta, pointez-nous dans la bonne direction. Aujourd'hui, il y a énormément de manières d'implémenter. Si vous avez d'autres solutions, comme je disais tout à l'heure, c'est le marché se dirige dans cette direction-là. Donc, il y a beaucoup de manières d'implémenter ces différentes fonctionnalités. Notre envie, notre besoin, c'est vraiment d'avoir une implémentation qui représente au mieux ce que vous en faites vous-même. Et donc, il n'y a rien de mieux que de travailler ensemble et de prendre le temps d'échanger, de construire ensemble la direction dans laquelle ça s'implémente et la manière dont ça s'implémente. Donc n'hésitez pas, on essaye vraiment d'être le plus ouvert là-dessus. Si vous avez l'occasion d'échanger, j'espère pouvoir plus tard faire des ateliers d'échange parmi les utilisateurs du programme bêta. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir un discours fluide et transparent, et on a une boucle de retour assez rapide. En général, là, on parle de quelques jours, une semaine ou deux au maximum pour intégrer les retours pertinents et qui sont impactants pour la fonctionnalité. Donc voilà, on a une équipe qui est dédiée, qui est très motivée, et l'idée, c'est que vous allez rencontrer l'équipe en direct. Vous passerez vos discussions avec le data scientist, avec moi-même, avec les autres membres de l'équipe développement, et de remplir directement vos feedbacks et de voir comment ils sont intégrés. Et enfin, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus rapide pour vous. Donc, au-delà de l'intégration dans le produit, qui, j'espère vous la montrer, est assez rapide, que ce soit l'installation du module ou l'utilisation du module, l'inscription au programme bêta est très très rapide. De manière concrète, c'est vraiment un formulaire qu'on vous demande de remplir, qu'on vous présente très facilement. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Vous donnez votre nom de société, votre nom à vous évidemment, comment vous contactez, la langue préférée dans laquelle vous discutez. Alors nous, nos équipes sont complètement bilingues, donc n'hésitez pas à choisir les langues, ou si vous avez des collaborateurs qui sont anglophones, à choisir la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable. Nous, on s'adapte très facilement. J'avais mentionné tout à l'heure les prérequis qui sont nécessaires.
Ici, vous avez des cases à cocher pour vérifier que vous avez bien les prérequis, vous avez bien la compréhension de ce qui se passe derrière. Et enfin, le rythme de travail. Tout simplement, sous quelle forme vous voulez travailler, à quel rythme. On a des clients aujourd'hui qu'on voit toutes les semaines, on a des clients qu'on voit toutes les 2 semaines, certains au rythme du mois. On s'adapte évidemment à votre disponibilité et à votre schéma de travail. Encore une fois, le but, c'est que ça réponde au mieux aux besoins que vous avez de votre côté. Une fois ceci fait, tout simplement, nous, on récupère les formulaires qui ont été remplis, que vous allez recevoir d'ailleurs dans la suite du webinar. Et en fonction des places disponibles, parce que comme je disais, on est encore dans une bêta fermée, alors on est en train d'étendre le nombre de places, donc profitez-en, c'est l'occasion, et de tout simplement vous envoyer vos tokens d'accès, et à partir de là, on rentre dans une boucle de travail en continu. C'est des ateliers, c'est des échanges, et c'est une construction petit à petit ensemble. Voilà pour moi. Avec ça, on a fait le tour de l'état des lieux de ce qui est fait aujourd'hui. Et ce que je vous propose pour se faire un dernier point, c'est qu'est-ce qu'il y a de prévu dans le futur. Aujourd'hui, on a vu le machine learning en détail. Et comme je disais, c'est une brique, c'est une première brique de l'anomalie détection, c'est que la première brique du machine learning. Il y en a d'autres, il y en a certaines qui sont très bien avancées. Je peux citer par exemple le capacity planning ou l'outlier detection, qui sont des travaux en cours qui sont déjà dans notre R&D et qu'on espère intégrer dans le programme bêta assez vite. On parle de l'année 2020, hein, au cours de l'année. Donc capacity planning, tout simplement, c'est pour aller vite, c'est typiquement sur un disque dur, pouvoir prédire de manière beaucoup plus fine qu'avec une régression linéaire, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, à quel horizon est-ce que ma capacité sera atteinte. Ça peut s'appliquer aussi à des clusters. Voilà, j'ai un cluster qui a une taille maximale de, imaginons, 10 nœuds. Euh, à quelle vitesse est-ce que mes nœuds se remplissent pour savoir quand est-ce que j'aurai atteint la saturation de mon cluster, etc. etc. L'outlier detection, c'est par exemple c'est une feature très intéressante, notamment encore une fois pour les clusters. Si j'ai un cluster qui est bien paramétré, j'ai ma charge machine qui est bien répartie, et donc j'attends que chaque machine ait un comportement identique à ses voisines, à ses sœurs. Si j'ai une machine qui a un comportement qui dévie du comportement des autres machines, là je sais que je suis dans un état d'anomalie, d'outlier, et donc il faut être capable de détecter. Je ne rentrerai pas dans le smart grouping, etc. Ce sont des choses qui permettent de réduire grosso modo l'alerte fatigue et de réduire le nombre d'alertes que vous avez en réduisant tout simplement, en faisant des corrélations, en disant cet ensemble d'alertes, en fait, c'est une seule grosse alerte, et ce qui permet d'aller encore plus vite sur l'alerte, sur la résolution de vos problématiques. Ça, ce sont des travaux qui sont envisagés. On a déjà travaillé sur la théorie. Les travaux n'ont pas été commencés encore dans les labos. C'est voilà, c'est le genre de choses qu'on veut, sur lesquelles on réfléchit et qu'on veut travailler. Et évidemment, l'idée que ce soit les features à lister, là j'en ai listé 5 par exemple, donc que ce soit les features à rajouter ou l'ordre dans lequel elles rajoutent, l'idée c'est d'avoir une discussion avec vous au travers du programme bêta, au travers des différents échanges comme les webinaires, et pouvoir construire petit à petit, nous, notre roadmap qui permet de répondre au plus près des besoins que vous attendez. Ok, Je vous super. remercie. Merci Samir pour toutes ces explications très détaillées, très intéressantes. Alors, vous pouvez encore poser vos questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous suggérer quels sont les sujets techniques que vous aimeriez voir abordés dans de futurs webinaires en 2021 en commentaire. Alors, j'ai deux questions similaires qui sont liées aux licences au-delà de la version 20.04 ou plus. Faut-il avoir souscrit à une offre IT Edition ou autre? Et puis, est-ce que ce module est soumis aux mêmes licences que IT Edition et Auto Discovery? Alors aujourd'hui, dans la phase où nous sommes, qui est le programme bêta, il n'y a pas besoin de. Alors toutes les licences sont éligibles tant que vous êtes en licence 20.04+. Donc on a des clients qui sont sur des utilisateurs sur l'open source. Donc toutes les licences sont éligibles au programme bêta. Maintenant, j'imagine que c'est la question qui est posée derrière. Si on essaie de se projeter sur la commercialisation du module, on travaille dessus. On n'a pas encore de réponse là-dessus. On a des échanges justement avec nos utilisateurs du programme bêta pour trouver le meilleur moyen de mettre un licensing qui a du sens et pour vous et pour nous. Comme on l'a montré tout à l'heure, tout le heavy lifting, tout le calcul est fait par notre plateforme centrale, et donc forcément ça a des coûts pour nous. Donc l'idée c'est de trouver voilà, le meilleur moyen de rendre ça disponible à nos utilisateurs et que ça ait une réalité pour nous. Donc on travaille dessus, on n'a pas encore de réponse sur la commercialisation. Toujours est-il sur le licensing requis, c'est disponible à partir d'une version 20.04, toutes licences confondues. Super. J'ai une question sur dans quel pays les données sont-elles traitées? Ah oui, bonne question. Alors aujourd'hui, tout ce qui est fait sur la plateforme centrale est fait sous législation européenne. Donc si on rentre dans le détail des... Alors
la collecte, etc., est fait par arbitrage entre guillemets sur les lois européennes, donc RGPD compliant, etc. Et concernant l'hébergement, aujourd'hui, on a un système de réplication de données qui fait que c'est réparti sur plusieurs pays. Typiquement, c'est l'Irlande, on a un data center à Amsterdam et la France. D'accord. Euh, Peut-on regrouper plusieurs indicateurs du même type comme un métaservice? Par exemple, si je veux regrouper toutes les connexions sur un cluster, j'ai un cluster, et plutôt que de faire une détection sur chaque élément du cluster, je vais le faire sur l'ensemble des connexions au cluster. Alors je dis, il y a deux manières de le voir. Si le cluster, si j'ai créé un service virtuel qui représente l'état de mon cluster, alors dans ce cas c'est un service comme un autre. Si j'essaye de voir le cluster en tant que entité en tant que telle, c'est une des fonctionnalités dont j'ai parlé juste avant, qui était notamment l'outlier detection. Pas encore. C'est une des choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on aimerait pouvoir l'inclure dans le programme bêta dès qu'on pourra. Mais effectivement, c'est une des choses sur lesquelles on travaille et c'est pas encore disponible. D'accord. Mais c'est disponible sur les métaservices. Voilà, aujourd'hui, tout ce qui est. Euh, alors, une question, avez-vous prévu un fonctionnement pour les plateformes offline, les plateformes qui n'ont pas accès au monde extérieur? Alors, c'est une question qu'on a beaucoup, notamment on a beaucoup de clients qui ont des problématiques justement de connectivité au monde extérieur. On travaille dessus. Alors aujourd'hui, le programme bêta est centralisé sur deux aspects. Le premier aspect, c'est vraiment finir l'intégration du module dans Centrion. Donc vraiment, là, on parle d'utilisation du module, du X et du Y, etc. Sur comment faire en sorte que d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue Centrion, tout tourne comme il faut et que l'ambition que nous avons, qui est que ce soit un module comme un autre, que ce soit les services que vous connaissez, tous les artefacts que vous connaissez soient transparents pour vous. Ça demande un peu de tuyauterie de notre côté. Donc ça, c'est le premier aspect sur lequel on est focalisé. Le deuxième aspect du programme bêta actuel, c'est les performances. C'est-à-dire que avoir un module bien intégré, c'est bien. Maintenant, il faut qu'il soit capable de donner évidemment des performances qui soient pertinentes et meilleures que celles des seuils fixes ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est le deuxième aspect sur lequel on travaille en ce moment. Effectivement, on a beaucoup de questions sur est-ce que on peut profiter de ce module on-prem. Aujourd'hui, avant d'avoir fini de l'intégrer et avant de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir des résultats pertinents, c'est pas encore le cas. Typiquement aujourd'hui, comme je disais, c'est la plateforme centrale. On a beaucoup de capacité de calcul derrière. Réussir à abstraire toute cette capacité de calcul nécessaire et cet historique de données, ce stockage, pour pouvoir l'exécuter sur toutes les plateformes de tous nos clients de manière indifférente, euh, c'est pas encore dans ce qui est faisable. C'est clairement quelque chose qu'on considère. Donc, comme je disais, beaucoup de clients le demandent. On le garde en tête. On travaille dessus avec les clients et on espère qu'une fois que on aura bien avancé sur l'intégration et la pertinence des modèles, on arrivera à packager tout ça pour que ce soit exécutable côté on-prem si ça correspond à la demande de la communauté. Très bien, c'est clair. Dans la construction du modèle, est-ce à l'utilisateur de régler les hyperparamètres ou existe-t-il des pré-réglages ou des recommandations? Alors justement, non, pas du tout. Aujourd'hui, vous avez vu l'ensemble des paramètres quand j'ai fait tout à l'heure la création du service. À aucun moment donné, on a parlé d'hyperparamètres ou même d'algorithmes. Vous n'avez pas besoin de choisir vous-même est-ce que c'est Prophet, XGBoost, papa, maman. Non, aujourd'hui, on abstrait pour vous toute cette difficulté-là. L'idée, c'est que vous restiez dans un milieu qui vous est familier, qui est l'utilisation de ce que vous connaissez de Centrion. Il est possible dans le futur qu'on ait besoin de rajouter quelques capacités autour soit des hyperparamètres, soit de l'historique, euh, mais qui soient vraiment, on rentrera pas dans des détails d'hyperparamètres en tant que tel, on restera dans des domaines avec lesquels vous êtes familier. Par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure que l'historique avait un impact très important. Euh, Demain, on travaille avec nos clients pour que vous ayez la capacité de choisir l'historique sur lequel le modèle est entraîné. Parce que, par exemple, on rencontre le cas avec les clients qui sont en bêta aujourd'hui. Le modèle, il travaille sur ce qu'il a vu dans le passé pour prévoir ce qu'il a vu dans le futur. Imaginons, je dis, je vais envoyer mes 7 derniers mois, et ça se trouve, dans les 7 derniers mois, vous avez un problème sur la plateforme et vous avez 3 mois qui polluent vos données. Et vous n'avez pas envie d'envoyer ces 3 mois de données parce qu'ils ne sont pas représentatifs d'un fonctionnement normal. Donc on est en train de travailler pour se dire, ok, peut-être qu'il est intéressant de choisir l'historique sur lequel l'utilisateur va travailler. Mais voilà, ça s'arrête sur des notions que vous maîtrisez déjà, et l'idée c'est d'abstraire pour vous tout ce qui est horizon de prédiction, etc. On s'occupe, nous, en tant que sachants, entre guillemets, de choisir pour vous les paramètres qu'on estime les plus optimaux. Si demain il y a des paramètres qui sont absolument nécessaires
est pertinent pour l'utilisateur. On n'est pas fermé à le mettre en avant. D'accord. Donc, c'est complètement transparent. Tu nous as expliqué tout ça pour qu'on ait une bonne compréhension de tout ce qui devait se passer là-haut dans le cloud, mais du point de vue de l'utilisateur, tout ça, c'est automatique, transparent et c'est mieux. Exactement. Voilà. Il y a quand même une petite question. Entre Prophet et XGBoost, as-tu un avis d'expert? Quelqu'un Alors, s'intéresse. c'est une bonne question. Alors, tout dépend vraiment de ce que vous essayez de faire. Prophet est très bon, par exemple, pour prendre en compte euh, des variations sur ce qui s'est passé dans l'historique, notamment pour mettre une pondération sur ce qui s'est passé récemment. Donc, si je donne 7 mois d'historique, par exemple, Prophet a cette capacité de dire, et c'est représentatif un peu du métier que nous vivons au jour le jour, en fait, il est normal que le comportement de plateforme sur le mois dernier soit plus représentatif de ce qui risque de se passer dans le futur que ce qui s'est passé dans les 3 mois avant ou encore les 7 mois avant. Donc, c'est un des avantages, par exemple, que peut avoir Prophet. Il y a d'autres considérations à prendre en compte. Là, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais typiquement, les temps de calcul, je disais tout à l'heure, choisir un modèle, en fait, c'est choisir un modèle parmi plein d'autres basés sur le score qu'ils ont eu. Les modèles générés peuvent prendre plus de temps, par exemple sur XGBoost ou Prophet en fonction des hyperparamètres qui sont mis. Et du coup, en fonction des objectifs qu'on a, au bout d'un moment, on va se dire, il est peut-être plus rapide d'avoir un résultat, on va dire, qui a un score de 50 avec XGBoost en 15 secondes, plutôt que d'avoir un résultat qui aura un score de 60, mais qui prendra une minute avec Prophet. Donc si le temps de calcul est une problématique, et que 8 points, par exemple, sur le scoring ne sont pas impactant sur le résultat d'un point de vue utilisateur, bah dans ce cas, je vais prendre le modèle qui fait le calcul le plus rapidement. Bah voilà, donc on peut pas dire qu'il y a un meilleur choix, mais c'est en fonction de ce qu'on essaye de faire qu'il y a des avantages à l'un ou à l'autre. Et une autre réponse, ce serait participer à notre programme bêta, comme ça vous pourrez poser la question directement aux data scientists. Exactement ce que j'allais dire. Et puis, Après, j'allais dire moi-même, je suis pas data scientist, donc ce que je vous ai donné, c'est uniquement grâce aux échanges que j'ai eu avec mon data scientist. N'hésitez pas à voir le data scientist pendant les programmes, il sera là pour répondre beaucoup mieux que moi. une dernière question, il est tard, là on a un petit peu débordé sur notre horaire, excusez-nous. Après avoir configuré mon central avec le token vers Centrion Cloud, dois-je attendre plusieurs semaines ou plusieurs jours avant d'avoir mes prédictions? Non, alors si, effectivement, je l'ai pas mentionné et c'est une très bonne question. C'est mentionné dans la doc, dans la procédure et on a mis en place un script qui permet à votre Centrion, donc vous l'exécutez une fois au moment, quand vous déclarez votre métrique, dans mon exemple, le nombre de connectés, vous exécutez le script avec les bons paramètres, donc le service host, l'ID du service que je veux et il va, sur un horizon que vous avez choisi, 6 semaines, 8 mois, peu importe, il va nous envoyer directement les métriques, en temps réel. Donc récolter l'historique des 7 derniers mois, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre avant que vous puissiez avoir des prédictions pertinentes. Voilà, donc c'est très bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions, donc il est tard. Excusez-nous d'avoir un petit peu débordé, c'est l'enthousiasme, voilà, devant cette technologie intéressante. On enverra un lien vers, d'une part, vers la rediffusion du webinaire qui sera sur YouTube, et puis un lien vers le fameux formulaire Google Form qui vous permet de faire une demande de participation au programme bêta AML. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres questions. Je vous dis merci à tous Merci à et tous. bonne journée. Au Bonne journée, revoir. au revoir.